Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici parce que, pour tout vous dire, ça fait 2 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, un petit peu plus. Et c'était grâce à Mathis et Maxence que j'ai rencontrés un peu par hasard. Et je pense que cette rencontre a beaucoup changé pour moi parce que quand je les ai rencontrés, j'étais étudiante et j'avais pourquoi pas envie de lancer quelque chose. Je voulais lancer juste un petit produit pour aider les gens à écrire leurs livres et vous allez comprendre mon parcours juste après. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu lancer ça avec eux. Et en fait, Mathis m'a dit, mais en fait, Mélie, il faut pas que tu vendes une formation en ligne, il faut que tu fasses un accompagnement, une offre, machin, on va faire le positionnement, la cible. Et bref, ils m'ont beaucoup accompagnée dès le départ. Et en fait, j'ai fait mon premier mois avec 3 000 euros. Et puis, ça a continué, ça a continué. Et j'ai fait mon premier mois à 10K 6 mois après. Et puis, ça a toujours été exponentiel. Donc, je suis vraiment ravie d'être ici parce que j'ai commencé grâce à eux et je sais que vous pouvez atteindre les mêmes résultats que moi parce que c'était vraiment mes premiers coachs. Et après, j'ai investi des dizaines de milliers d'euros dans des coachings et ça n'a pas totalement fonctionné. Donc, je tiens à dire que ça a été quand même jusqu'à aujourd'hui mes meilleurs coachs depuis le début et je les remercie encore pour ça. Donc, voilà. Pour vous expliquer comment va se passer ma presse, je vais vous parler rapidement de mon parcours parce que comme ça, vous allez comprendre qui je suis, d'où je viens, tout ça. Et puis, évidemment, après, je vais vous donner mes meilleures leçons business parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je savais pas vendre. Moi, je suis un peu une artiste dans l'âme, je sais faire des choses, mais bon, la vente, voilà, si je peux donner des cadeaux, c'est cool, mais voilà. Si je peux faire les choses gratuites, c'est encore mieux. Enfin, je faisais les choses vraiment beaucoup avec le cœur. Et c'est bien quand on a un business que ça fasse rentrer de l'argent quand même. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur le tas et beaucoup de choses grâce à l'expérience. Et je vais vous partager vraiment tout ce qui s'est passé, les erreurs que j'ai pu faire et comment aussi y remédier ou les anticiper si jamais vous êtes dans ces cas-là. Pour vous raconter mon histoire, j'ai commencé sur YouTube quand j'avais 7 ans. Je faisais des vidéos de cuisine en premier. On m'avait invitée sur une chaîne YouTube et tout. Et puis après, j'avais développé moi-même ma propre chaîne YouTube de cuisine. Donc au collège, j'avais 11-12 ans. Voilà. Et donc j'ai fait beaucoup de vidéos dans ma chambre. J'étais beaucoup dans ma bulle. J'étais très introvertie. Et je pense que c'est fou parce que je me serais jamais dit que j'allais inspirer autant de personnes derrière. Mais voilà, bon, on monte les débuts. Vous voyez ma tête, et c'est cool. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'avais lancé des petits trucs, petits business par-ci, par-là. En fait, c'était juste des choses comme ça au collège. Enfin, voilà. Moi, j'ai l'impression que c'était normal parce que j'aimais bien créer des choses. Mais bon, voilà. Donc, ma chaîne YouTube. Et ce qui s'est passé après, très clairement, à 16 ans, quand j'avais mon bac de français, je me suis dit, je vais lire tous les livres au bac. Il faut que je sois studieuse. Il faut que tout se passe bien, que je réussisse mon année. J'étais vraiment à fond. Je suis très scolaire de base. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat et moi, c'est un peu l'opposé, mais bon, vous allez comprendre. Et ce qui se passe, c'est que je me décide de lire les livres. Je me dis, waouh, c'est cool, les livres, ils sont super, super bien, j'aime bien lire. Et là, je me mets ensuite à lire des livres de développement personnel. Et c'est là que je me dis, attends, on peut être heureux dans sa vie, on peut réaliser tous ses rêves. Genre, pourquoi est-ce qu'on m'a menti? Pourquoi au début on m'a toujours dit que fallait vivre sa vie comme ça, fallait se conformer et tout, alors que là je pouvais enfin me dire c'est possible. Et de là je me suis dit attends, les gens autour de moi il faut qu'aussi qu'ils comprennent ce truc-là parce que moi j'avais l'impression d'avoir percé un truc. Et donc je me suis dit en premier je vais leur en parler, mais bon à 16 ans quand tu fais des leçons de morale à tes parents pour leur dire si t'aimes pas ton job quitte-le. Ça va quoi. Deuxième chose, je me suis dit je vais leur donner les livres que j'ai lus et puis ça va peut-être les aider, ça va peut-être voilà. Et puis je me suis dit attends, moi j'aimais pas lire de base, comment est-ce que je vais réussir à faire lire des gens qui eux aussi n'aiment pas lire de base? Donc là je me dis Mélie, ce que tu vas faire c'est que tu vas écrire ton livre et on verra s'il le lit. Et de toute façon j'avais du temps après Covid et tout machin. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai écrit ce livre à 16 ans. Un livre qui s'appelle La confiance fait tout, donc un livre pur développement personnel que j'ai lancé. Et ce livre a changé ma vie parce que jusque-là, j'étais quelqu'un de très renfermé, introverti, dans ma bulle à créer. Et j'ai beaucoup été harcelée, j'ai beaucoup été vraiment très très seule. J'avais l'impression d'être différente des autres et j'avais l'impression de devoir toujours être normale en fait. Et j'essayais de vraiment m'adapter à tout le monde et j'étais pas moi-même. Et ce livre a vraiment tout changé pour moi personnellement parce que c'est la première fois que j'ai réussi à enfin me dire
en fait, je sers à quelque chose dans ce monde. Et j'ai mis du temps à réaliser parce que ce livre m'a apporté beaucoup derrière. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment énormément. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rapidement fait des conférences, des interviews, je suis passée dans les journaux. Ça a été très, très vite. Je suis allée dans des radios locales et tout. Et ça a été très, très fou parce que 16-17 ans, quand on t'invite sur un plateau de France Bleu après les cours, tu te dis, j'ai une vie quand même un peu palpitante, c'est cool. Et tu te rends pas compte. T'as l'impression que tu vas à la radio, tu sais pas comment ça va se passer, t'es devant, t'as le micro, on te met un casque, on te dit Mélie, dans 5 minutes c'est à nous après la musique, et tu sais pas ce que tu vas dire, faut aller vite. Et c'était un vrai exercice, un vrai challenge, et je me suis dit, mais en fait, ce livre, il m'a ouvert plein de portes, et sans que je fasse vraiment grand chose. Et waouh, quoi. Donc j'ai écrit ce livre, je commence à faire des conférences, à passer dans les médias, et ce qui se passe après, je rencontre des gens qui aiment le développement personnel aussi. Ça me fait super plaisir parce que je crée mon entourage et j'ai l'impression d'enfin être entendue et de me dire, il y a des personnes qui pensent comme moi, il y a des personnes qui ont envie de faire plus dans leur vie et voilà, je pense que vous êtes aussi tous là et vous voulez aller exploiter votre potentiel ici aujourd'hui. Donc, voilà, c'est des rencontres comme ça que j'adore faire. Et je suis passée dans plein de médias, donc plus de 60 médias, donc podcasts, radio, télé, petits, moyens, bref, on m'a interviewée partout. Et je continue encore aujourd'hui, grâce à mon premier livre sorti il y a 4 ans, à faire des interviews et des interventions et tout ça. Donc voilà, en termes d'ordre d'idée. Et donc j'ai créé mon propre accompagnement, donc il y a 2 ans, pour aider les entrepreneurs et les coachs à écrire et publier leurs livres. Et si j'ai fait ça, c'est tout simplement parce que on m'a souvent posé la question, Mélie, pourquoi est-ce que tu as écrit un livre? Bon, ça, il n'y a que moi qui peux le raconter. Mais deuxième chose, Mélie, comment est-ce que tu as fait? Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, quand je leur donnais des conseils, ça ne servait à rien. Donc, je me suis dit, je vais créer un petit programme, quelque chose pour les aider. Et puis, c'est là que tout a basculé parce que je suis passée de juste auteure conférencière à chef d'entreprise en parallèle de mes études. Et c'est là que j'ai accompagné plein d'entrepreneurs. Donc là, on est au moins une trentaine, quarantaine de livres sortis et plein d'auteurs accompagnés comme Maxence qui était un de mes premiers clients. Donc ça fait toujours plaisir de voir qu'on se côtoie encore. Et j'ai plein de clients d'ailleurs qu'on se côtoie encore. Il y en a d'autres qui ont écrit plusieurs livres maintenant. Il y en a plein qui font des conférences. Il y en a plein qui passent dans les médias. Donc voilà, si jamais vous voulez écrire un livre, je suis là. Je fais la petite promo. Voilà. Donc plein de livres de sortie, tout ça s'est très bien passé. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on accompagne un auteur, ça se fait en à peu près 3-4 mois en termes d'écriture pour le premier jet. Il faut vous dégager environ 5 heures par semaine pour écrire, il faut vous lancer, il faut être accompagné, mais vous pouvez totalement y arriver et c'est vraiment accessible. On n'y pense pas, mais c'est accessible. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire et j'en suis certaine parce que toutes les personnes qu'on a accompagnées, elles avaient des salariés, elles avaient des équipes, elles avaient du travail, elles avaient des offres à communiquer, elles avaient un business à tourner et pourtant, elles ont réussi à écrire leur livre. Donc même si c'est un projet qui est long terme actuellement pour vous, je suis convaincue que vous pouvez le faire et je suis convaincue que ça va vous apporter derrière parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'interviens encore toutes les 2 semaines ou on m'interview tout le temps dans des podcasts, dans des trucs. Ça me fait bouger. J'interviens en France et à l'étranger, en conférence aussi pour divers salons et tout. Donc franchement, c'est un moyen de propulser votre image et votre activité. Donc écrire un livre, je suis certaine que ça peut vous apporter. Après, c'est à vous de choisir le bon moment, mais il n'y a jamais de bon moment. Bref. Donc maintenant, je vis la vie de mes rêves et je suis contente de le dire parce que je ne pensais jamais avoir ce lifestyle. En gros, je voyage tous les mois. Donc, je voyage d'un pays à l'autre, souvent pour le business, soit pour rencontrer des gens. Donc, je suis partie à Dubaï, en Laponie, au Maroc. Je suis partie 7 fois à Lisbonne. Je suis partie vraiment dans plein d'endroits, à New York et tout. Et ça me fait voyager. Donc, pour vous dire que au-delà de faire un business, d'aider des gens, vous pouvez aussi penser à vous et vous dire que vous pouvez vous offrir le meilleur pour vous quand vous offrez le meilleur à vos clients et vous apportez vraiment de la valeur sur un marché. Donc, moi, j'en suis hyper heureuse aujourd'hui. Et pour finir, je vais vous présenter juste mes 3 activités parce que oui, je fais un peu beaucoup de choses. Donc, ce qui se passe, c'est que en premier, au centre, on a le milieu du livre. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je suis auteure conférencière depuis 4 ans. J'ai 20 ans actuellement, pour ceux qui veulent se resituer. J'accompagne les entrepreneurs à écrire leurs livres, donc de l'écriture jusqu'à qu'ils aient leur livre dans les mains. Je suis aussi prête-plume, donc j'écris aussi pour des clients. Et ça, c'est tout le milieu du livre.
Ouais, j'ai l'impression. Et après, je fais de l'immobilier parce que j'ai toujours voulu investir dans l'immobilier. Enfin, depuis que je me suis lancée dans le dev perso, je me suis dit, mais il faut que tu achètes de l'actif. Donc, j'ai investi dans mon premier bien immobilier à 18 ans, un studio qui est aujourd'hui en courte durée et j'attends les 3 ans de bilan de mes sociétés pour réinvestir. Mais bon, l'année prochaine, c'est pour moi. Et je suis aussi mannequin, ça fait 5 ans que je suis mannequin. J'ai commencé parce que ça m'a beaucoup donné de confiance en moi. Et donc, je suis dans la mode plutôt par loisir. Et puis, ça s'est professionnalisé il y a peu de temps parce que j'ai signé avec différentes agences de mannequins sur Paris. Donc, c'est mes 3 domaines. Mais je vous conseille pas de faire 3 choses en même temps. Moi, j'ai tout lancé, mais à divers moments de ma vie. En premier, la mode. C'était vraiment avant tout business, même avant que j'écrive des livres, il me semble. Les livres, j'ai lancé juste après. Et l'immobilier, j'ai lancé juste après. Et puis l'immobilier, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de délais, donc vous pouvez quand même faire un peu en parallèle, mais bon, attention. Voilà. Et puis j'ai des études dans l'immobilier, donc voilà. Bon, on dirait que j'ai 40 ans, mais vous inquiétez pas, j'en ai 20. Voilà. Donc pour les 3 activités, j'espère que jusque-là, ça a été clair. Maintenant, on va parler tout simplement des 10 leçons que j'aurais aimé connaître avant de me lancer dans le business, parce que bon, vous avez bien compris que de base, je ne sais pas vendre. J'avais une genre d'offre à vendre, mais je ne savais pas ce que ça allait être. Et donc, voilà. Pour les personnes qui veulent prendre des notes, prenez-en. Mais pour tout vous dire, je vous donnerai les slides, donc vous aurez tout, évidemment. Ce que je voulais dire avant, c'est que je vais vous raconter juste la petite histoire de mon business et son évolution, comme ça que vous allez pouvoir situer et vous dire, voilà, les galères qu'elle a eues, les galères que moi, je peux éviter. Et toutes les leçons ont été tirées d'une grosse galère que j'ai eue l'année dernière. Oui, parce que on peut gagner gros et puis on peut aussi tout perdre. Donc, pour vous expliquer, j'ai lancé mon business en mai 2022, un petit peu avant. Je suis passée j'étais en micro-entreprise au début. Je suis passée en 1 mois en société directement. Donc voilà, grâce au gars, au mentorat, voilà, j'ai fait de l'argent et tout. Je suis passée rapidement en société depuis mai 2022. J'ai fait rapidement mes premiers mois à 3, 4, 5 000 euros. Et puis, mes premiers mois à 10 000 l'année qui suit, quoi. 2023, j'ai commencé à faire beaucoup de cash. Je faisais 15, 20, 30 000 par mois pour les premiers 6 mois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, j'ai changé un truc dans mon offre. Et du coup, après, plus rien ne marchait. Et ça a été la grosse galère. Donc en 2023, on va dire que j'avais commencé la phase de scaling parce que j'avais recruté. On était 5 dans l'équipe, après 7. J'accompagnais beaucoup de personnes. Il y avait plein de livres qui sortaient. Vraiment, on était à fond tout le temps. Et j'ai changé un truc dans mon offre et ça a vraiment tout changé. Mais bon, je l'ai compris qu'après, hein, sinon c'est pas drôle. J'ai changé un truc qui a fait que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je n'arrivais plus à signer de nouveaux clients alors que les stratégies étaient les mêmes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'avais plus de récurrents. Les clients qui payaient en 5 fois, il y avait plus les paiements, quoi. Donc je pouvais plus me couvrir. Et il y a un moment, mes charges, elles étaient trop élevées. Je faisais vraiment des charges astronomiques. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler, c'est que voilà, il faut aller doucement et même si vous avez une grosse croissance, il faut aussi arriver à prendre du recul. Donc les leçons que je vais vous donner, elles vont vous permettre de prendre du recul aussi si vous êtes dans une phase où vous voulez un peu avancer trop vite, on va dire. Et je pense que c'est important de se calmer et de voir plus long terme que court terme. Donc ce qui se passe, c'est que je perds tout parce que plus ça va, j'ai des charges hautes mais pas d'entrée. Et donc en 2023, c'est ce qui se passe l'été dernier. Et jusqu'à un moment où en fait, les impôts passent, les Facebook Ads passent parce que je faisais des webinaires tout le temps. Et puis je tombe à découvert sur ma boîte. Et je tombe à découvert sur mon autre boîte en immobilier qui fait de la courte durée parce que ma conciergerie ne gérait pas. Donc ce qui se passe, c'est que ça faisait 6 mois de vacances locatives. Sauf que moi, je leur fais confiance et j'avais signé un contrat. Et du coup, je pouvais pas me désengager, machin et trucs. Donc, 2 fois à découvert. Et puis, je venais d'investir beaucoup d'argent personnellement dans ma boîte. Donc, à titre perso, j'étais aussi vraiment broke. Et ce qui se passe, c'est ça. Donc, je n'ai jamais été aussi pauvre de ma vie l'année dernière, alors que quelques mois avant, j'étais en train de vivre ma meilleure vie n'importe où, aux 4 coins du monde, quoi. Donc, c'est ça que je veux vous dire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'avais plus rien. Et puis, mon offre ne marchait plus. Je pouvais plus faire de pub, donc j'ai dû tout reprendre à la mano, recommencer la prospection, vraiment faire plein de choses qui me saoulaient et que j'avais pu en fait dépasser avant parce que j'avais fait les mauvais choix. Et vous allez comprendre les mauvais choix après. Et ce qui se passe, c'est que pendant 10 mois, de septembre l'année dernière jusqu'à mai,
j'ai bossé toute seule, en mode solopreneuse. Je faisais un max de cash. Je prenais toute la marge nette. Donc, j'ai compris après que j'avais changé un truc dans mon offre, que ça allait pas et c'est rentré facilement, on va dire. Mais ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que j'ai bossé toute seule. J'ai travaillé des heures et des heures pendant des mois sans savoir si j'allais continuer à faire cette activité, mais il fallait que je paye la TVA, il fallait que je paye certaines choses encore, il fallait que je rembourse du coup mes parents par exemple qui m'avaient aidé pour combler ce découvert. Donc ce qui se passe c'est ça. Et puis je remonte mes 2 boîtes parce que j'ai ma boîte dans l'écriture, donc il faut retrouver des clients, il faut les délivrer et toute seule. Et ma boîte dans l'immobilier, donc je fais les ménages, machin et tout à ce moment-là, c'était assez drôle. Mais bon, gros rythme. Et je fais en sorte que les niveaux de chiffre d'affaires remontent. Et tout ça jusqu'à qu'en mai, je paye vraiment, après les bilans, tous les impôts qu'on me devait et tout. Et c'est comme ça que maintenant, c'est beaucoup plus stable et que maintenant, j'ai un esprit plus clair sur là où je vais. Et voilà, donc vous aurez sûrement plein de questions à propos de cette période, mais j'essaie de faire très court parce qu'on a du travail ici. Donc voilà. Pour vous expliquer la première leçon, c'est être rentable. Genre moi, je faisais pas gaffe. Dès qu'il y avait de l'argent sur le compte bancaire, j'étais là en mode « Ah bah tiens, je vais prendre un nouvel accompagnement » ou « Ah tiens, je vais aller faire un autre séminaire » parce que je faisais la boulimie d'informations et tout et je me sentais vraiment pas en confiance. Donc le plus important, c'est la rentabilité et maintenant, je fais attention à chaque euro qui sort. Chaque euro que je vais mettre quelque part, je vais me dire, ok, est-ce qu'il va vraiment me servir? Est-ce que je peux trouver un autre moyen de le faire qui va me rapporter plus? Est-ce que je peux apprendre une compétence et faire en sorte que du coup, j'ai pas besoin d'utiliser ceci ou faire cela? Et en fait, juste se poser des questions pour maximiser sa rentabilité et faire gaffe non pas à son chiffre d'affaires, mais à sa marge. Ça a changé ma vie parce que moi, j'aimais bien faire des Excel et rentrer les gros chiffres. Ah, j'ai fait 32 ce mois. Ah, non. Et puis quand tu regardes, ok, mais t'as fait 20K de charges, mais elles sont passées où les charges? Genre 20K, c'est énorme, Mélie, qu'est-ce que t'as fait? Et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai fait vraiment attention à toutes les charges. Donc maintenant, concrètement, ce que je fais, c'est que je regarde toutes les entrées, toutes les sorties, je les classe. Enfin, les entrées, bon, c'est des clients, mais les sorties, je les classe pour savoir est-ce que c'est du transport, est-ce que c'est du déplacement, est-ce que c'est des prestataires, est-ce que c'est des logiciels, est-ce que c'est de la comptabilité, de l'administratif. En fait, je classe tout, ce qui me permet de savoir en fait quels sont les plus gros postes de dépenses. Et du coup, il s'est avéré que l'année précédente, c'était dans le marketing et dans l'équipe que je faisais pas attention, et dans surtout les coachings que je prenais parce que je me faisais pas confiance. Donc dès qu'un coaching se terminait, j'en prenais un autre. Et en fait, c'est pas ça qui m'a sauvée. Ce qui m'a sauvée, c'est de me faire confiance, de prendre tout ce que j'avais sous la main pour réussir et de me dire que j'étais capable de le faire et de tester tout par moi-même. Et c'est comme ça que j'ai le plus avancé. Donc ça va vous aider de vraiment mettre en valeur les plus gros postes de dépenses. Deuxième chose, se focaliser sur une activité. Moi, je sais que si tu as, par exemple, 3 activités et que tu mets 30% de concentration à chaque fois sur chacune, tu vas être à 30%, enfin, tu vas avoir 30% de résultats dans chaque activité. Alors que si tu te mets sur une activité à 100%, tu es sûr d'avoir 100% de résultats sur cette activité et pas sur les autres. Donc, c'est très important. Par contre, moi aussi, j'aime bien faire plein de trucs. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On va mettre en place son activité. Par exemple, si moi, aujourd'hui, j'ai un objectif dans ma boîte et de me dire « Ok, je vais chercher 5 clients », je vais chercher mes 5 clients ce mois-ci parce que j'ai envie de faire ceci et cela. Et si après, je me dis « Ok, bonus », et si là, après, je me dis « Ok, le bonus, c'est que j'ai envie d'aller défiler à la Fashion Week de Paris », eh bien, ce que je fais, c'est que je fais mes 5 clients. Et ensuite, je mettrai en place ma stratégie pour obtenir un contrat, par exemple, dans la mode et aller défiler à la Paris Fashion Week. En fait, toutes les autres activités, je les vois comme du bonus ou alors elles s'intercalent que dans mon planning une fois que j'ai fait toutes les actions possibles et inimaginables pour satisfaire la première activité. Et par exemple, pour l'immobilier, j'ai pas fait tout d'un coup. Ça c'est arrivé concrètement très facilement parce que j'avais mon activité, qu'elle était stable, que je savais que tous les jours je devais prospecter à ce moment-là parce qu'au début je faisais beaucoup de prospection. Je prospectais 50 personnes par jour, machin et tout. Je prospectais, je savais que j'avais les résultats, je savais que je devais répondre à telle heure, machin. Et donc je savais qu'il me restait 2 heures par exemple chaque jour pour chercher des biens ou un autre truc. Et donc je pouvais intercaler cette activité-là. Mais si je les avais pas ces 2 heures, c'était hors de question que je me mette sur une autre activité. Le plus important, c'est de se focaliser sur une activité. Si vous voulez en ajouter une autre, c'est un bonus où il faut voir aussi quels sont les délais derrière. Parce que si là, aujourd'hui, j'ai besoin juste d'1 heure pour envoyer 10 mails et pour ensuite avoir des retours dans un mois, peut-être que ce serait cool quand même de prendre cette petite heure-là, en bonus dans ma semaine, évidemment,
pour justement gérer un projet qui pourrait se faire dans 3 mois ou quoi, ça pourrait être bien. Mais vraiment, il faut prioriser les activités et il faut évidemment se focaliser au maximum. Et je sais que c'est ça qui m'a apporté aussi beaucoup de résultats, c'est que je suis quelqu'un d'assez organisé, donc ça m'a beaucoup aidé. Et si vous n'êtes pas organisé, tout simplement, c'est de vous dire, ok, moi je suis quelqu'un qui suis pas organisé, je tape sur internet comment m'organiser mieux, je regarde, vous regardez, je sais pas, 10 vidéos sur YouTube, vous allez en apprendre beaucoup plus, vous allez savoir comment gérer votre agenda, enfin en fait c'est tout con, mais ça va beaucoup vous aider. C'est juste important de le reconnaître si vous n'êtes pas organisé, d'aller chercher les solutions. Troisième chose, arrêtez de se complexifier la vie et de faire ce qui marche. Parce que moi, en fait, j'ai testé plein de stratégies, plein d'offres, plein de trucs. Et en fait, à chaque fois que ça a recommencé de nouveau à marcher, c'est quand je me suis refocalisée sur ce qui marchait déjà. Tu regardes chez tes clients, qu'est-ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça marche pas, et tu refais juste la même chose, tu dupliques. Et en fait, à chaque fois, on se dit, en fait, peut-être qu'il faudrait faire ceci, peut-être... En fait, on se casse la tête à trop réfléchir à des trucs, alors que la solution, elle est devant nos yeux. Et franchement, moi, depuis que je me dis, ok, je fais qu'une chose, je vais pas faire de la prospection, plus un post sur LinkedIn et Insta et YouTube et machin. Moi, mon canal, c'est Insta. Je poste 4 fois par jour sur Insta. Et c'est comme ça que ça me rapporte plus de clients. Si ce qui va marcher, moi, c'est la conversion grâce à ma newsletter, parce que c'est grâce à ça que les gens prennent plus facilement rendez-vous, au lieu de me dire, ok, je vais faire une newsletter toutes les 2 semaines, je vais me dire, ça, c'est ce qui marche, ça, c'est ce qui me rapporte le plus de rendez-vous dans mon agenda, donc je vais envoyer une newsletter tous les 2 jours, par exemple. Et juste faire ça et me dire, ok, ce que j'ai à faire, c'est poster sur Insta, plus faire des newsletters. En fait, c'est pas si compliqué que ça, et c'est ce qui va me rapporter justement le plus de business. Mais bon, les gars vous le disent souvent, justement de vous focaliser sur les 20% d'actions qui vont vous rapporter les 80% de résultats. Donc voilà, je vais reprendre les mêmes méthodes parce que de toute façon, c'était mes coachs. 4, on n'est pas chez les bisounours. Alors ça, voilà, moi, j'arrive dans le business, j'ai 16 ans, je commence à créer mes événements à 5 € juste pour rentabiliser, on va dire, les Airbnb que je louais ou les salles, les machins. Et en fait, j'ai compris que on peut se faire plein d'amis, plein de réseaux et tout, mais au final, tout le monde est là par intérêt et les relations restent éphémères. Donc, on n'est pas chez les bisounours, on est là pour faire du business. Donc, il faut pas oublier qu'on doit être quand même rentable et que si vous devez vous séparer d'une personne parce qu'elle vous coûte trop cher ou qu'elle vous coûte trop de temps ou d'énergie, il faut le faire en fait. Et moi, il y a des clients, des contrats où je les ai refusés et ça me fait mal au cœur parce que au départ, on se dit, en fait, il y a plein de clients. Il y a 6 mois, j'avais pas de clients et puis là, il y a un client qui est là, qui est prêt à me payer, mais en fait, il est pas dans mes valeurs. Faut lui dire non en fait. On n'est pas dans le monde des bisounours parce qu'il y a des clients parfois qui vont pas vous apporter tant que ça. Même si l'argent est là, il faut faire attention à ce que vous voulez ce que vous voulez pour votre image, ce que vous voulez attirer. Et vous pouvez pas attirer n'importe qui et être gentil avec tout le monde. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup apporté, c'est au-delà d'être une personne assez gentille, sociable, d'être là pour les gens et tout machin, il y a un moment, c'est mon temps. Et il faut faire attention à ça. Vous êtes votre propre priorité. Vous devez faire attention à tout ça. Alors, sans vraiment mettre des barrières avec tout le monde et tout. Je reste quand même quelqu'un de très accessible. Mais n'empêche, voilà, ne vous laissez pas vous faire par tout le monde. Et moi, j'ai eu plein de problèmes aussi, avec après des contrats qui marchent pas, le fait de devoir lâcher un client, de devoir aller chercher des sous qu'on me doit parce que là, on me doit beaucoup d'argent. Enfin, voilà, il y a un moment, c'est de l'argent, c'est du business et il faut aller le chercher. Donc, si vous avez cette tendance-là à être trop gentil, n'hésitez pas à prendre une figure, genre quelqu'un dans votre entourage qui vous inspire et qui est quelqu'un un peu plus cash, qui lui serait un peu plus en mode pirate et qui va chercher l'argent, qui va briser des relations et tout parce qu'il est très logique plutôt que émotionnel. Prenez cette personne en exemple ou essayez de la contacter souvent et demandez-vous ce qu'il aurait pu faire à votre place. Et moi, j'ai un pote dans le business justement qui est très cash, qui est en mode voilà, la somme c'est tant, la presta c'est tant, si c'est plus ça va être ça. Et moi j'ai rajouté toujours plein de trucs dans mes offres, machin. Ou même il y a des clients, ils sont trop moi je me suis vraiment laissé marcher sur les pieds pour plein de choses dans lesquelles j'ai investi. Et puis je demandais jamais les remboursements, je demandais pas ceci, cela. Et maintenant en fait j'ai appris à le faire. Et ça c'est important. On n'est pas dans le monde des bisounours, donc faites attention à vous. Sinon vous allez perdre beaucoup d'argent. Mais bon, après je suis pas votre portefeuille. Ensuite, je mets être seul, se faire confiance. Pourquoi ? Parce que quand on démarre, on a envie d'aller dans des séminaires, on a envie de rencontrer des gens et c'est génial. Et franchement, moi aussi, je l'ai beaucoup fait et c'est trop, trop bien.
Mais il y a un moment, en fait, soit les gens dans des événements professionnels, ça va être peut-être des connaissances avec qui vous allez sympathiser, vous allez, voilà, parler et tout, c'est cool. Soit il va y avoir des personnes avec qui vous avez un réel intérêt. Par exemple, faire un échange de collab, par exemple, faire un podcast. Enfin, moi, c'était souvent les cas. Ou soit, voilà, vous pouvez faire de l'apporteur d'affaires ou j'en sais rien. Ou soit, bah, c'est tout, en fait. Soit la personne va devenir cliente, mais c'est tout. C'est les seuls cas de figure. Les vrais amis que vous allez voir et que vous allez avoir, c'est au fur et à mesure du temps qu'ils vont apparaître. Et moi, je pense que j'ai vraiment 5 amis à moi qui sont là tout le temps, qui ont connu mes plus grosses galères et qui savent qui je suis, qui connaissent mon business limite par cœur parce qu'ils connaissent les offres que j'ai lancées, les offres qui ont floppé, les moments où j'ai eu de l'argent, les moments où j'en ai pas eu. Et ça m'a beaucoup plus aidé que de me dire, bah vas-y, je connais plein de gens, j'ai 500 personnes que je peux connaître, là je vais aller à tel événement parce que je vais rencontrer plein de gens. Ben non, en fait, restez le plus seul possible parce que dans les débuts, c'est cool de s'entourer, mais après, vous avez besoin énormément de prendre du recul sur vous, sur votre activité, et ces réponses-là, vous allez les trouver en vous. Il vous suffit de vous faire confiance. Et parce que on cherche toujours à l'extérieur je sais pas, des réponses, des stratégies, des machins, des trucs, mais au final, tout se passe à l'intérieur et tout se passe dans votre tête, tout se passe dans votre mindset, et c'est ça qui va vraiment beaucoup changer dans votre business, dans tout. Si vous commencez à vous faire confiance, si vous commencez à travailler sur vous plutôt en prenant du recul, au lieu d'aller chercher toujours des solutions et demander de l'aide à droite à gauche, alors que l'aide, si vous voulez vraiment la trouver, vous pouvez à la limite demander à ChatGPT ou regarder une vidéo YouTube. En fait, vous n'avez pas forcément besoin d'aller rencontrer plus de gens. Aujourd'hui, on est sursollicité par les réseaux sociaux, par tous les WhatsApp qu'on reçoit, par les mails, partout. Là, l'important, c'est d'être seul. Vraiment, de se retirer de ça et de prendre du temps pour soi. D'ailleurs, après ce séminaire, prenez un temps où, je sais pas, vous prenez ce temps-là pour vous, pour replanifier des choses, et ça va être hyper important. Moi, ce que je fais, c'est que toutes les semaines, je fais une journée sans appel. Alors, je fais pas de journée de repos, 7 jours sur 7, 24/24, mais je fais une journée sans appel et je prends pas d'appel de clients, de prospects, de membres de mon équipe. Je ne prends pas d'appel. Comme ça, cette journée, je l'organise vraiment encore plus comme je veux, et au moins, ça me permet d'être pas sollicitée, de faire des deep work de 4 heures et j'enchaîne. Et donc, c'est beaucoup mieux pour moi. Donc, être seule, c'est important. Si tu es responsable à 100% de tes résultats. Si tu ne réussis pas, c'est ta faute. Si tu as pris un coaching avec quelqu'un, même si la personne, elle devait t'apporter X résultats, c'est de ta faute. Parce que tu ne peux pas déléguer la responsabilité. T'es chef d'entreprise, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de tous les euros qui vont sortir dans ta boîte. Donc, si jamais, vous pouvez pas vous trouver des excuses en mode « Ah, mais j'ai investi avec telle personne et ça s'est mal passé. » Bah, ça s'est mal passé, mais si tu regardes vraiment ce qui se passe, bah, les autres clients, ça s'est plutôt bien passé. Ou peut-être que toi, t'avais pas compris la proposition d'offre avant. Je le dis souvent parce que moi, j'ai payé une agence marketing et c'est ça qui m'a vraiment mis bas l'année dernière. Et en fait, j'ai pris totalement la responsabilité. Je me suis dit, OK, j'ai payé 10K à l'agence marketing, on n'a pas eu de résultat, mais c'est de ma faute. Parce que si je m'étais fait confiance avant, si j'avais vu que mes webinars marchaient vraiment et que c'était mon offre qui n'allait pas, et si j'aurais beaucoup plus bossé de mon côté avant, en fait, c'était pas de la faute de l'agence marketing. L'offre, elle ne fonctionnait plus de toute façon. Et donc, en fait, c'est important de vous responsabiliser. Et jamais aller chercher à l'extérieur et de vous dire ouais, il y a une excuse et tout. Non, c'est votre job, vous êtes chef d'entreprise, c'est votre faute. 7. Ne rien prendre pour acquis. Parce que vous allez apprendre des trucs et tout. Même moi, j'apprends plein de choses tous les jours. Mais c'est important de toujours se remettre dans la position de l'apprenant. De savoir ce que vous allez devoir développer. Voilà, moi, je me dis encore nulle en vente, alors que bon, finalement, après 600 appels, plus de 250 000 de ça encaissés, machin et tout, bon, en fait, je sais quand même vendre un petit peu. Mais je me dis toujours comment est-ce que je peux m'améliorer, comment je peux aller chercher plus, comment est-ce que, en fait, je peux faire plus dans ma vie, je peux aller exploiter un autre potentiel, comment est-ce que je peux faire les choses plus efficacement, plus rapidement, d'une manière plus organisée. Il y a toujours un moyen de vous améliorer. Et si vous vous dites toujours, en fait, c'est bon, ça, je sais, c'est le début de la fin. C'est là que vous allez rentrer dans l'ignorance, et c'est ça le pire, parce que c'est là que vous allez commencer à diminuer, à vraiment faire en sorte que vos compétences vont vraiment chuter, parce que vous vous êtes dit, c'est bon, je sais. Alors que pas du tout. On ne sait pas tout, et on a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un d'autre, ou d'une nouvelle ressource, ou d'une compétence. Après, ce que je veux ajouter, c'est tu es ta priorité. Alors, oui, quand tu es sur un business, il y a tes clients, il y a ta famille à gérer, il y a ton sport, il y a ton machin et tout, il y a plein de trucs à gérer. Mais le plus important, c'est vous.
Moi, j'ai compris parce que l'année dernière, du coup, je reviens à ça, j'ai dû faire 140 000 de CA en perte, avec 20 000 de pertes, donc vraiment dans le rouge, la boîte, dans le rouge. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne m'étais pas payée cette année-là. Donc, je ne me suis pas payée. J'ai payé des équipes, peut-être chaque personne gagnait 2 000 par mois. Moi, je ne me versais pas un salaire. Mes clients, ils ont payé, mais ils ont reçu leurs prestations. Ils sont contents, mais moi, j'ai rien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé comme une esclave dans ma boîte, sans me payer. Tout le monde a été payé. Et moi, au final, je tombe avec, je sais pas, 20 000, 30 000 balles à aller chercher pour rembourser des dettes que j'ai, alors que je suis pas payée pour ça. J'ai travaillé des centaines d'heures et tout. Et c'est saoulant parce que au début, le business, tu peux être au service de ton business, mais l'idée, c'est que ton business soit à ton service après quand même. Donc, c'est là que j'ai compris ça. Et ça m'a vraiment fait très, très mal au cœur de l'entendre et de l'apprendre et de le vivre. Donc, si aujourd'hui c'est juste une petite graine dans votre tête, vous inquiétez pas, quand ça va pousser, vous allez bien comprendre la leçon. Mais moi, quand je me suis dit ça avec mon gestionnaire de patrimoine, il m'a dit: Mélie, c'est fou quand même. Tu fais beaucoup d'argent, tu signes beaucoup de clients, c'est génial ce que tu fais, mais t'as rien pour toi. Et c'est là que je me suis dit: ok, je vais aller chercher de la marge. La première chose que je vais faire en début de mois, c'est de verser mon salaire. Même si je dois payer un peu de charges, c'est pas grave, la boîte elle va payer. Mais moi, à titre perso, il faut quand même que je prenne ce temps-là, cette énergie-là, cet argent-là pour moi, parce que sinon, en fait, j'aurai toujours une dette envers l'entreprise et le jour où ça va péter, en fait, ça va juste tout casser, quoi. Donc, vous êtes votre priorité et c'est important de le rappeler et de vous payer en premier. Et ça, bon, je commence à le comprendre, là. On lit tous Robert Kiyosaki, mais on comprend pas tout d'un coup. Et donc là, c'est là que je me suis dit, bon, il faut vraiment que je me paye en premier, et j'ai compris ça. Donc maintenant, voilà, j'ai économisé énormément d'argent, je prends du temps pour moi, je vais au spa, je fais des trucs pour moi parce que sinon, ça sert à rien d'avoir un business. Enfin, en vrai, je pourrais avoir la même vie en étant salarié. Enfin, peut-être un peu moins de liberté, mais bon, vu toutes les responsabilités, je pense qu'on est assez équilibré. 9, se projeter, toujours chercher d'avoir une vision. Moi, un truc que je fais tous les jours depuis 3 mois, mais je le faisais déjà avant, c'est que j'écris ma vision. Genre, j'écris la personne que j'ai envie de devenir, les projets que j'ai mis en place, comme si je les avais déjà mis en place. Je manifeste beaucoup de choses comme ça et c'est ce qui me permet de créer des opportunités. Même si vous le faites pas forcément tous les jours, ce qui est important, c'est que vous vous posez un moment de votre vie, je sais pas, au moins tous les 2 mois, et d'écrire: voilà, dans 5 ans, je serai à tel endroit, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et peut-être ça va pas se réaliser. Moi, il y en a des tas de trucs qui se sont pas réalisés. Mais ça ne peut que vous rapprocher un petit peu plus de là où vous voulez aller. Parce que plus vous allez savoir ce que vous voulez dans votre vie, plus vous allez voir plus facilement les opportunités et les saisir. Et ça a été vraiment révélateur pour moi parce que, en fait, quand on pense au mec qui a créé Disneyland Paris, ou Disneyland, ou Disney et tout, en fait, tout l'univers, tu te dis, mais en fait, le mec, il l'a pas créé genre d'un coup. Avant de le créer, il l'a pensé. Mais il a dû le penser, mais pendant des heures et des heures, des années. Il a créé tout le parc. Et moi, à chaque fois, quand je vais là-bas, je me dis, waouh, c'est une usine le truc, comment il a fait pour créer tout ça? Et en fait, tu te dis que c'est lui, mais ensuite, après, c'est toutes les personnes qui ont travaillé dans l'endroit, qui ont pensé à ça. Et tu peux que créer quelque chose, tu peux que apporter de la valeur, tu peux que faire développer ton business si avant, tu l'as pensé. Sinon, ça peut pas se passer. Donc, se projeter, c'est hyper important. Donc moi, je sais que j'ai plein de trucs comme ça qui m'aident. Donc, c'est de l'écrire, c'est de le dire. Ça peut être des affirmations positives parfois. Ça peut être tout simplement me faire une bucket list. Essayez de faire une bucket list et de noter 300 vœux que vous voulez réaliser dans votre vie. C'est hyper long. Donc moi, je passais au moins 1h30 à écrire mes 300 vœux. Et encore, c'est chaud. Et en fait, j'ai écrit ça, j'ai commencé il y a 3 ans, quand j'ai écrit pour la première fois. Et puis, on va dire qu'il y a un tiers des vœux qui se sont réalisés. Alors que, en fait, si je les avais pas écrits, j'aurais jamais fait. Alors que maintenant, je sais pas, tous les 3 mois, je relis la liste et je me dis: ah tiens, ça pourrait être cool que je fasse ça à tel moment. Et au final, je réalise beaucoup plus de choses, je me crée beaucoup plus de souvenirs parce que je les ai pensés à un moment donné dans ma vie. Donc, vous projetez. Et je sais que c'est pas facile parce que quand on peut avoir le manque d'argent, des problèmes, des machins, des trucs, c'est difficile de se projeter, mais c'est important de le faire. 10, être fier et de reconnaître tout ce que vous avez fait. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup de mal parce que parfois, en fait, comme ça va vite tout le temps, on se souvient même plus de ce qu'on a fait. Mais je pense que c'est important de se poser un petit peu, je dirais au moins toutes les semaines, tous les jours, si vous y arrivez, et de vous dire, de faire une rétrospective de votre parcours et vous dire, waouh, en fait, j'en suis là actuellement. J'ai peut-être quitté mon job, j'ai peut-être dit
non à certaines personnes, j'ai su poser mes limites. J'ai eu mon premier client et waouh, genre moi je m'en souviens encore hier, je me suis dit mais en fait c'était qui mon premier client? Tout premier client, ça devait être un livre que j'ai vendu ou une conférence à 5 balles quoi. Mais waouh, genre tu passes de mon premier client, j'ai vendu une place pour une conférence à 5 euros dans un Airbnb tout éclaté, à ok, mon dernier deal, il était à 17K. Waouh! Et paiement comptant. Et tu te dis waouh! Donc en vrai, c'est hyper important d'être fier et de faire cette rétrospective-là. Si vous y arrivez, c'est top. Et d'à chaque fois de voir voilà, vos clients avancer, vous êtes fiers d'eux, vous êtes fiers de vous parce que voilà, pour moi, c'est la base et c'est ce qui va vous permettre d'avancer le plus. Et puis pour moi, l'énergie de gratitude, c'est la plus forte. Donc, soyez fiers de vous, d'être la personne que vous êtes aujourd'hui ou d'au moins essayer de devenir et de tout faire pour devenir la personne que vous avez envie d'être. Vous pouvez juste en être fier de mettre des actions en place aujourd'hui, comme être venu à ce séminaire aujourd'hui et d'avoir tout écouté. Voilà. J'ai fait, je ne sais pas si j'ai été longue ou pas, mais j'ai essayé de parler vite. Si vous avez des questions, je suis là. J'ai 20 ans. Oui. Comment ? Ah, alors en gros, dans mon offre, moi, c'est un service de l'écriture à l'édition du livre. Donc, tu as une partie où on fait le plan. Ensuite, la personne, elle va écrire, on va la relire toutes les semaines. Et ensuite, on faisait un rendez-vous pour l'édition du livre. Soit on partait en édition, auto-édition ou maison d'édition. Et on prenait tout en charge. Donc, c'est-à-dire que la personne, elle a juste à écrire, à se faire relire. Et ensuite, on s'occupe de tout. Sauf que moi, j'ai inventé un problème et je me suis dit, tiens, mais en fait, si je continue comme ça, dans 3 mois, je pourrais plus fournir assez de maisons d'édition pour tous les manuscrits qu'on va produire. En fait, je me suis inventé un problème et je me suis dit, ok, bon bah du coup, au lieu de prendre en charge la prestation d'édition du livre, on va accompagner la personne à le faire. Sauf que ça l'a fait chier en fait de découvrir tout le métier d'agent littéraire ou de graphiste ou de machin. Donc en fait, j'ai juste fait ça et donc je me suis dit bon, je vais faire ça. Donc mon offre, elle va être moins chère. Je vais la mettre à donc mon offre, elle était à 3007 et là je la passais à 2007, un truc comme ça. Elle était à 2007, donc moins cher. Et je me suis dit bon, ça va se vendre mieux. Mais en fait, pas du tout, parce que la personne, elle voulait pas être accompagnée. Enfin, elle voulait pas être accompagnée, elle voulait qu'on le fasse pour elle. Et en fait, quand après j'ai remis mon offre plus chère, donc à 3007, avec l'inclusion de la prestation d'édition du livre, ça s'est vendu comme des petits pains. Mais j'ai mis du temps à le reconnaître. Donc voilà. Oui. Ouais, mais en fait, je fais toujours attention à ma cible. Donc là, actuellement, elle est à 3009 TTC et elle va passer 4000, 4005, mais je veux qu'elle reste quand même accessible à ma cible, donc je peux pas non plus trop augmenter, mais ouais. En fait, moi, mon mentor m'a toujours dit ne refuse pas de clients. Donc en fait, je prends tout et après, c'est mon problème de savoir comment les gérer, de recruter, de machin. Donc j'ai beaucoup de clients qui arrivent en organique, donc ça se gère plus facilement que si c'était de la pub, évidemment. Mais après, c'est mon problème. Je les signe. Si je suis en stress derrière, c'est pas le problème des clients. Eux, il faut qu'ils gardent la même qualité. Et moi, je vais trouver des solutions derrière parce que c'est ma responsabilité de le faire. Et donc, je mets pas les clients en attente. Je les mets pas en attente, ou alors ils signent à compte et après ils démarrent genre une semaine après. Mais je peux pas diminuer la qualité et le temps de chacune de mes prestats, quoi. Voilà. Oui. Alors moi, je fais plus de prospection, mais j'en ai fait beaucoup au départ. Maintenant, actuellement, je bosse que sur Insta. Je crée beaucoup de contenu. On fait des DM de bienvenue parce que j'ai 100 abonnés à peu près toutes les semaines, tu vois. En tout cas, en ce moment, parce qu'on scale le Insta. Et du coup, DM de bienvenue, c'est entre guillemets de la prospection. Ou alors, les gens qui répondent à mes stories ou qui veulent en savoir plus. Donc ça, c'est principalement ce que je fais. J'ai un canal avec aussi des personnes où je donne des conseils journaliers, soit sur l'écriture, soit je raconte ma vie. Et dedans, au moins, les gens peuvent ensuite me parler en privé. Et j'ai une newsletter. Et c'est vraiment que mon acquisition actuellement. Et aujourd'hui, je suis entre 15 et 20 k par mois, juste pour du coaching. Voilà. Oui. Moi, je suis curieuse de savoir comment, à 6 ans, tu as pu lancer ton premier livre, en fait. Comment tu as procédé Ok.
En gros, je me suis dit déjà, qui ne tente rien à rien, je vais écrire. Donc, j'ai pris une demi-feuille et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui revient comme sujet souvent dans le développement personnel? C'était la confiance. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est la confiance? Je ne savais pas trop ce que c'était. Je me suis posé toutes les questions qu'il pouvait y avoir à ce sujet. Donc, j'ai tout écrit. Ensuite, j'ai comblé les endroits avec ce que je pouvais penser, avec des idées que je pouvais lire. Mais voilà, je parlais des émotions, dans quoi la confiance pouvait servir dans tes projets et tout. Donc, j'ai fait tout ça. Et j'ai écrit le livre en 10 jours, parce que je faisais ça, genre du 6h du mat jusqu'à 10-11h le matin. Je faisais ça tous les jours. Et après, en fait, je me suis pas posé la question de « Ok, qu'est-ce qui va se passer après? Comment est-ce que je vais le vendre? Comment ceci, cela ?» Je me suis dit « Bon, là, j'ai fait le plan, là, j'ai écrit. Je vais l'envoyer à ma grand-mère, elle va corriger. Ensuite, je vais le dire à ma mère. Ensuite, je vais voir, ok, si ça plaît, je vais essayer de le donner en e-book à des gens. Du coup, j'ai fait e-book. 6 mois après, j'ai fait en auto-édition. 6 mois après, en maison. Donc, en fait, tout est arrivé, on va dire, plus ou moins lentement, tu vois. Mais parce que je me suis posé les questions au bon moment, sans me soucier, ok, qu'est-ce que je vais faire après? Je faisais les choses un peu plus au jour le jour, quoi. Donc, voilà. Et puis, petite pub, toute ma méthode est dans mon dernier livre. J'en ai en stock pour ceux qui veulent. Donc, c'est un livre que j'ai écrit l'année dernière en 1 mois, 50 astuces pour écrire, publier et communiquer son livre. C'est vraiment, vous pouvez venir feuilleter si vous voulez plus tard, mais en tout cas, il y a tout dedans et toute ma méthode. Donc, tu vois, tous les conseils que j'ai pu appliquer, la manière d'écrire rapidement, quoi mettre pour pas ennuyer le lecteur, toute la partie édition aussi, toute la partie com, parce que le marketing du livre, c'est différent que plein de choses. La partie, par exemple, comment chercher des médias, comment faire des conférences, tout est dedans. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou on a fait le tour? Oui. Combien ça rapporte un livre? Combien de temps tu peux commencer à être rentable? Pour un livre en lui-même, quand tu le sors? Alors, indirectement, si tu as des offres derrière, ça peut aller assez vite. Enfin, si justement tu vends tes coachings ou quoi. Donc déjà, ça... moi, je sais que j'ai un client, par exemple, il a signé un deal à 10 000 ou 20 000. En fait, genre, son livre, il est rentable direct. Après, le livre en lui-même, il faut vendre entre 1000 à 2000 livres pour que ce soit rentable, à peu près. Tu vois, pour faire vraiment très simple. Donc, 1000 à 2000 livres, ça va assez vite parce qu'en soi... tu rencontres des gens souvent, toutes les semaines, voilà. Tu vends par les réseaux sociaux, tu as plein de choses à mettre en place. Et puis ton livre est éternel. Donc c'est pas genre une offre que tu vas faire qui va durer 3 ans. Ton livre, il est là. Donc si au pire, c'est long terme et tu vends que 2000 livres à la fin de ta vie, ce sera encore rentable. Donc tu as tout le temps. Et puis, je veux pas dire, mais une conférence, moi, je me fais payer 300 balles de l'heure. Donc en fait, genre, il y a ça, il y a les conférences, il y a plein de choses qui peuvent se passer pour monétiser et pour être rentable sur ça. Donc ça peut aller très vite, mais il faut pas faire le livre évidemment pour l'argent. En tout cas, c'est ce que je dis toujours. Mais de toute manière, maintenant, dans les accompagnements, ce que j'ai mis en place, c'est qu'aussi j'aide les personnes après qu'ils ont écrit leur livre à aller chercher, à développer leur business pour justement être plus rentable, que ce soit une offre de conférence, que ce soit une autre offre. Ils ont plein de conseils justement pour aller plus loin, parce que oui, l'idée c'est que ce soit rentable derrière, quoi. Donc voilà. Oui. Vous êtes passé en auto-édition ou par un éditeur? Alors moi, j'ai fait les deux. Pour le premier livre, j'ai commencé en auto-édition, ensuite en maison. Et pour le deuxième, je l'ai fait en auto-édition parce que je parle d'édition. Et les maisons d'édition m'ont demandé juste un livre sur l'écriture. Et moi, je voulais qu'il y ait tout pour ma cible, pour mon audience. Donc du coup, j'ai préféré le faire en auto-édition pour que vraiment je puisse parler de l'auto-édition et de maison d'édition librement. Et je ne conseille pas plus la maison d'édition ou l'auto-édition. Les deux méthodes sont géniales et c'est pour ça que je fais les deux. Mais ça dépend de chacune des stratégies. Voilà. Parfait. Merci. Génial. Si jamais vous voulez mon contact, vous pouvez scanner le QR code. Vous avez mon numéro et vous avez tous mes réseaux.